mais avant de moissonner, il faut quand même avoir des belles cultures. Donc on va aller faire un petit tour dans la plaine qu'on aura. Pour l'instant, les colzas sont assez beaux, voire même très beaux. Ici, les blés avancent aussi pas mal. La petite graine, elle est quasiment au-dessus, et pour autant, elle a le petit germe en bas. Hop, je ne vais pas la chatouiller plus, mais on voit bien qu'elle a germé. Réflexion sur ce type de machine, et donc on est en train de recalculer, de savoir est-ce qu'on va pas prendre une machine un peu plus petite par rapport à celle qu'on a déjà. Salut la compagnie, et ben on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez dans la cabine d'une batteuse. Oui, on est en pleine réflexion au Kuma pour voir si on va changer de machine éventuellement. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Alors tiens, pour ceux qui connaissent bien les machines, est-ce que vous savez me dire dans quelle bécane je suis? Allez, on va dire la marque, hein. Le numéro, je vous donnerai un indice un peu après. Voilà, allez, mettez-moi ça tout de suite dans les commentaires. Nous, on démarre la vidéo, mais avant de moissonner, il faut quand même avoir des belles cultures. Donc on va aller faire un petit tour dans la plaine, aller voir les blés, les colzas, allez voir aussi comment j'entretiens ma petite presse, parce que c'est à faire en ce moment. Et puis après, on se retrouve ici pour faire un tour de la machine et que je vous explique un peu voilà, ce que j'ai découvert sur cette machine, ou tout au moins sur l'intérêt de fonctionnement de la Kuma, comment on va pouvoir faire. Allez, je vous donne un autre petit indice. Regardez à quoi ça ressemble, au moins vous aurez une idée de la marque. Alors ici, petit tour dans les navets qu'on avait semés il y a 2 semaines maintenant, voilà, avant que les pluies reprennent. On avait profité d'un petit moment de répit, j'avais préparé les terres d'ailleurs pendant la vidéo. On est juste après des poireaux, il nous reste à peu près, allez, on va dire 1,5 hectare de poireaux, un petit peu moins. Ça part quand même tout doucement, mais là à la fin, au niveau année, au niveau du marché, c'est un peu plus lourd que ça l'était pendant la saison, donc c'est un peu plus lourd en termes de départ, mais bon, ça avance quand même, et en plus on a une belle qualité, donc ça c'est super. Et là hier, ils sont passés avec le retourneur d'Andin, juste ici, pour retourner les fumiers de cheval. Ça je le fais régulièrement. Je vous ai déjà mis une vidéo, si vous voulez rechercher retourneur d'Andin, vous allez retrouver ça. C'est hyper pratique à faire parce que ça me permet de limiter la quantité et puis d'améliorer la qualité du produit. Et derrière, on a le seigle qui est en train de pousser, qui servira à un collègue qui a besoin voilà, pour ses animaux. Et nous, on mettra ici des haricots derrière. Voilà. Là-bas derrière, ça va être des poireaux. Allez, on continue notre petit tour. Hein, Oslo, qu'est-ce que t'en penses? Continuer à se balader? Oui, allez. A tout de suite. Et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, encore de l'eau. Voilà, ouais, on a repris bien entendu une drache cette nuit, ça a bien tombé, hier soir aussi. On pensait passer un petit peu à côté, mais bon, on va encore être calmé pour un moment. À retourner dans les champs, pas avant, de toute façon, le 15 avril, quoi qu'il arrive. Je pense, le temps que ça se essuie. Mais nous, on a réussi à faire d'autres travaux entre deux, donc ce qui est déjà pas mal. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Oslo est impatient de repartir, mais on vient que d'arriver. Voilà, là on va faire un tour donc avec Mathieu la Casa pour regarder un petit peu au niveau des pièces à changer sur la presse. Alors même s'il y a une révision régulière, j'ai la prise de force. Alors déjà, le protège cardan, il est complètement HS, et le cardan il doit être naze aussi. Alors ça c'est pas forcément grand chose. Et le système de graissage qui déconne à chaque fois. Le reste ça doit aller, mais bon, il va quand même faire une vérification et puis me dire voilà, on va regarder ce qu'il y a à faire pour pouvoir prévoir ça. Donc ça c'est de la prévention aussi pour arriver à ce que ce soit bon. Voilà, grand spécialiste de la presse. Bon, et puis à côté, forcément, il y a le bâtiment pomme de terre, donc j'en profite pour venir faire un tour. Parce qu'avec les températures qu'on a, ça c'est conditions de merde quelque part. Ça risque de repartir assez vite. Hop, vous voyez par exemple celle-ci, elle a pas bien réagi par rapport au reste. Pour l'instant, pour le reste, ça a l'air d'aller. Alors souvent, j'ai mes petites pommes de terre témoins que je mets. Bon, il fait noir ici, hein, on est d'accord. Hein, mais bon, hop, pommes de terre témoins. On va regarder. Voilà, le brûlage a bien fonctionné la fois dernière. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, mais on surveille, et là pour l'instant il n'y a pas de ventilation automatisée. Si, il y en a une, mais elle ne tourne pas parce que comme les températures sont supérieures à l'extérieur qu'à l'intérieur, on ne ventile pas. Allez, on continue notre petit tour.
Alors ça fait pas partie de mes cultures, mais peut-être de ma culture, tout simplement. Je récupère quelques petites fleurs pour donner à ma chérie. C'est pas grand chose, mais en tout cas, petite attention. Pour une fois que je pense à elle quelque part, elle va me dire. Mais bon, voilà, petite idée. Alors dites-moi ce que c'est. Moi je dirais des bleuets, mais franchement j'en sais strictement rien, j'y connais rien là-dedans. Allez gros, vas-y, roule. Mais en tout cas, de temps en temps, si on peut penser aussi à nos femmes qui travaillent sûrement aussi beaucoup comme la mienne, n'hésitez pas, c'est toujours agréable, je pense. Allez, autre fleur, là par contre on est bien sur une culture, les fleurs de colza. Pour l'instant, voilà, parce que tant qu'on n'a pas récolté, on ne sait pas ce qu'on aura. Pour l'instant, les colzas sont assez beaux, voire même très beaux. Il y a quelques endroits sur les fourrières où là c'est mort parce qu'ils ont été bouffés, donc clairement il y a des parties qui sont pas extraordinaires, donc on n'a pas sur un plein, voilà, mais ici on est sur quelque chose de superbe. Ici les blés avancent aussi pas mal, c'est plutôt sympa. On a dépassé, je pense, le stade épi 1 cm de raccourcisseur, sachant que j'en fais pas. Je vais pas en faire cette année. Il y a une parcelle où c'est après pomme de terre où ça a été un peu compliqué. Ici on est dans des terres un peu plus blanches. Je sème pas trop de rue et j'essaye d'avoir, voilà, mon but c'est d'avoir aussi de la paille. Et ici on n'est pas forcément trop saucé en azote, donc pas forcément de raccourcisseur. Ici franchement ils sont très beaux. Voilà, par rapport aux autres de l'autre côté qui sont plus compliqués, et ça c'est pas toujours évident. Bon allez, je ramasse quelques petites fleurs et puis je repars. Ça s'associe bien, non, au niveau des couleurs, pas mal, hein. Avec mon rouge aussi de salopette, je trouve que ça fait génial. Allez, on arrive ici dans les champs. On est derrière la Cuma et ici on a commencé à retravailler un petit peu les terres. Ici, après un labour, après les carottes, et là, après les poireaux, vous allez voir la différence, c'est flagrant. Alors ici, ça commençait à reverdir un peu comme beaucoup de labours qu'on avait, voilà, un peu de matricaire. Donc l'idée, c'était un coup de herse lourde, ce qu'on appelle les herses avec des grandes pointes, pour essayer de casser le plus gros. Et franchement, le travail de l'hiver a super bien fait son boulot. Regardez un peu la terre, bon là c'est humide, forcément, mais ça va super bien. Ouais, Oslo. Hop, et voilà. Donc voilà, ici par contre on arrive dans la partie poireau, là ça allait encore, il est passé aussi à la herse lourde, là c'est avec la Cuma. Ici par contre il y a eu les passages du Terragator pour la vinasse, donc voilà, on voit les restes de poireaux et on voit comment ça a été ici travaillé. Alors ça a été travaillé, voilà, juste avant l'hiver, donc là c'est pareil, je pense que ça va se travailler correctement, mais c'était trop sec. Ça revenait trop sec. Là, dès qu'il va refaire un peu meilleur et qu'on risque de pas trop abîmer, on passera, je pense, un coup de rotative. Ici, c'est pour mettre du maïs. Donc le travail sera pas forcément trop fin, mais voilà, ça devrait donner ça. Et ici, cette partie-là, elle a été travaillée, donc comme je vous le disais, avant qu'il gèle. Donc forcément, ça joue. Et ici, derrière, ça a été travaillé après les gelées. Et là, on va voir que c'est pas tout à fait le même cinéma. Les blocs sont plus costauds, plus pris en masse, voilà. Et là, ça va être plus compliqué quand même. Mais ça, on le sait, quand on fait des poireaux, on a des conditions de terre pas possibles. Bon, voilà un peu pour le tour de plaine, mais on voit vraiment la différence. Et franchement, le gel fait faire des énormes économies de gasoil. Ça, c'est génial. Donc, pour tous ceux qui ont pu travailler les sols avant, les relever, on voit vraiment la différence. Et quand je reprends dans la main ici une motte qui a été travaillée par le gel, voilà, on n'est déjà plus sur la même chose, même si ça reste encore un peu compliqué. Voilà. Ah ouais, tiens, il y en a qui me demandaient ce que c'était qu'un terri. C'est tout simplement le charbon qui a été absorbé, enfin plutôt retiré du fond du sol à 100 mètres, 200 mètres, je ne sais plus exactement les profondeurs, mais c'est assez profond, qui a été remonté par les chevaliers qui étaient là-bas et dont on a extrait les mauvais cailloux, tout ce qui n'était pas brûlable, et qui a été mis en tas là. Donc ça, c'est des résidus de charbon. Ces deux terris-là ne seront jamais détruits parce que c'est les deux terris le plus haut d'Europe, donc de la fosse 11-19 de Lens. Et moi, ça fait partie de mon paysage. D'ailleurs, je crois qu'on a construit la maison avec la possibilité d'avoir vue de mon bureau vers les terris. Je vous le remontrerai peut-être à l'occasion. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire et surtout de l'histoire du secteur. C'est hyper important pour moi. Allez, on continue. Pouh.
Eh ben cette année, chez Betteraves, il ne faut pas être dans le sec, hein, il va être dans le frec. Pour ceux qui ne comprennent pas le patois, les betteraves vont être dans l'humide et pas dans le sec. Vous avez peut-être vu le semis dans la vidéo de la fois dernière. Là, je viens rejeter un œil. Alors, c'est très humide. Oui, Oslo, allez, arrête. C'est très humide, mais je viens jeter un œil quand même. Voir si on voit quelque chose apparaître. On va gratter ça. Oh purée, c'est trempé aussi. Bon, en tout cas, comme on dit, c'est pas dans le sec, hein. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose apparaître? Normalement, ça devrait être un peu limite, mais elle devrait être germée. Alors là, par contre, bah si, regardez, la petite graine, elle est quasiment au-dessus, et pour autant, elle a le petit germe en bas. Hop, je ne vais pas la chatouiller plus, mais on voit bien qu'elle a germé, même sans être couverte, quoi. Pour dire un peu l'humidité qu'on a ici. Alors il y avait quelques graines au-dessus, mais pas tellement. Donc bon, c'est plutôt bon signe. On voit que là, elles ont germé, elles vont éclater aussi, certainement. Quand j'ai attaqué, bah ça, on le saura toujours après. Ah, lui alors. Mais en tout cas, c'est sympa de voir que ça pousse. Ouais, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup au-dessus, hein. On continue un peu notre petit tour. Vous voyez, les colzas aussi du collègue là sont plutôt jolis. C'est en train de germer aussi. Et moi, j'ai les godasses qui sont collantes, de chez Collante. Allez, une des premières aussi. Là, la graine, elle a éclaté. Le germe est bien rentré, donc c'est en train de pousser. Les autres, elles vont certainement apparaître un petit peu plus loin. Bon, je vais pas essayer de faire trop de dégâts à gratter dans ces conditions-là. Mais voilà, ça va sortir. Il va falloir penser à désherber aussi, certainement ici. Assez prochainement. Mais bon, on va déjà voir si elles sont pointantes. On a encore peut-être une petite semaine. Allez, me revoici en dessous de la machine là qu'on avait vu tout à l'heure lors du démarrage de la vidéo. Alors si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 coureurs. Donc déjà, ça vous donne un peu une idée. Et puis on va regarder un petit peu, voilà, à quoi elle ressemble. Alors je ne vous montre pas la couleur, comme ça vous allez pouvoir me redonner éventuellement des indices pour me dire quelle machine c'est. Ça comporte un batteur, comme n'importe lequel, un tire-paille. Voilà, on a aussi des skouers, vous l'avez vu, forcément il y a un moteur, une trémie, comme toutes les moissonneuses-batteuses. Et allez, est-ce que vous savez le numéro de cette machine? Vous me mettez en commentaire. Allez, on le voit ici au-dessus, je vous laisse 2 secondes pour écrire ça. Alors c'est une 6335C. Alors voilà, certainement que beaucoup l'ont découvert, en tout cas c'est une Fendt. Alors 6 pour 6 coureurs, 335 pour les chevaux, et c'est le type de gabarit, donc c'est une machine assez complète en tant que telle. Alors je vous explique pourquoi je suis ici. Alors c'est déjà pas sponsorisé par nos amis de chez Fendt, je vous le dis tout de suite. C'est tout simplement parce qu'on est venu voir avec Alexis la machine ici dans une concession. C'est une machine qui est en préparation, c'est pour ça qu'elle est toute poussiéreuse, c'est normal. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vis non plus, parce qu'ils mettent une vis plus longue. Et on est venu voir parce que voilà, notre problématique à l'Akuma, c'est une diminution de surface à battre. Et donc on est en train de recalculer, de savoir est-ce qu'on va pas prendre une machine un peu plus petite par rapport à celle qu'on a déjà. Tiens, si vous savez quelle machine on a, vous êtes des champions du monde, parce que c'est pas toujours évident. Mettez-le moi aussi dans les commentaires, comme ça on pourra voir un peu si vous suivez bien les vidéos, quelle machine on a actuellement, avec laquelle on a encore moissonné l'année dernière. Donc, réflexion sur ce type de machine. Ceux qui connaissent bien cette machine, mettez-moi aussi éventuellement si vous trouvez qu'elle est sympa ou pas. En tout cas, moi ce que j'ai découvert, c'est que certes ça avait des bases d'origine assez simples, que c'était un fonctionnement assez simple a priori, mais avec toutes les fonctionnalités des batteuses modernes, donc c'est-à-dire les GPS, j'allais dire les cabines modernes, les réglages électriques forcément, l'avancement aussi, j'allais dire tout à fait pratique. Il n'y a peut-être pas de contrôle d'avancement par rapport à ce qu'on a sur notre machine, mais en tout cas c'est déjà hyper complet en termes de développement. Voilà, si vous connaissez bien la machine, mettez-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez pas la marque, c'est pas la peine de me dire ouais je suis de la merde, bah non ça m'intéresse pas, c'est pas le problème, c'est d'avoir des choses constructives. Si vous avez déjà essayé, si vous avez vu, alors j'aimerais bien savoir si elle fonctionne bien déjà.
si elle est bien fiable, si elle laisse bien de la paille, donc ça serait intéressant à savoir. Et puis voilà d'autres éléments éventuellement que vous pouvez me rajouter ici. Voilà, alors ceux qui connaissent pas trop les moissonneuses batteuses, voilà, ici on est sur une machine donc qui est capable de faire environ, allez, on va dire 2,5 hectares à l'heure. Ça se dit plutôt en quintot, donc entre 200 et 250 quintaux. C'est une machine qui est capable de faire du riz, ça c'est ce que je viens d'apprendre, c'est quand même assez extraordinaire. Donc elle a les éléments qui sont galvanisés ou en ardox pour pouvoir résister à ça, parce que c'est des cultures qui sont compliquées. Voilà. Et c'est le plus gros gabarit, j'allais dire, de machines à secoueur chez Fendt. Après, on a les machines à rotor qui sont un autre exemple. Donc voilà un petit peu, gabarit routier aussi, coupe à tapis, ça c'est un truc qui m'intéresse parce que c'est vraiment le système idéal qu'on peut avoir. Voilà, et puis d'autres éléments. Alors voilà. On ne va pas en parler plus forcément de la machine. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça sympa et de voir la réflexion. Je vous tiendrai au courant par la suite de ce qu'on fait. Est-ce qu'on va garder notre machine? Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va trouver le financement qui va bien? Parce que c'est les problématiques aussi qu'on a. Les machines ont augmenté de prix, ont des financements qui sont plus coûteux que ce qu'on avait avant. Et donc c'est des sujets voilà, qui seront intéressants. Je les traiterai peut-être un peu plus tard, mais en tout cas voilà, ça vous permet de comprendre aussi d'autres phases de l'agriculture. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, on se tient au courant pour d'autres vidéos à la suite, et puis bye bye, allez à ciao.